La Corporation de développement communautaire est fière de vous présenter sa série de podcasts Différences enracinées. L'objectif est de vous faire connaître et découvrir les organismes communautaires et d'économie sociale du territoire de la MRC de Masquinongé, mais aussi les humains qui y travaillent. Bonne écoute! Dans cet épisode du podcast Différences enracinées, on va parler de dépendance, mais aussi de justice. On vous a réunis ensemble Mélanie Dupuis, intervenante du Centre L'Étape du bassin de Masquinongé, et Cindy Garceau, directrice et médiatrice Équijustice. Bonjour à vous deux. Bonjour. On vous a réunis ensemble parce que parfois, les dépendances peuvent mener à des problèmes légaux, mais comme on pourra l'entendre quand même dans ce podcast-ci au cours des prochaines minutes, vos deux organismes sont tellement plus que ça. Et c'est vraiment ça là, qu'on veut découvrir ensemble aujourd'hui. Commençons par le Centre L'Étape du bassin de Masquinongé. Mélanie, vous offrez un service d'accompagnement pour des gens dépendants, mais pour leurs proches également. On parlera d'ailleurs des proches que vous accompagnez là, dans quelques minutes. Mais d'abord, j'aimerais savoir comment ça se passe pour les gens dépendants. En quoi faites-vous la différence pour eux? En fait, ce qu'on offre, c'est vraiment un support. On n'est pas dans le jugement non plus. Je vais beaucoup travailler avec eux. Pas nécessairement dans l'arrêt de la consommation, mais bien dans ce que eux veulent. Si c'est une diminution et toujours dans le respect de leurs limites. Il n'y a pas de limite de temps non plus à nos suivis. Puis j'imagine aussi, ou c'est peut-être mon imagination aussi, là, tu sais, on en entend des affaires en lien avec la drogue, on s'entend, oui. Mais tu sais, de se piquer, mais avec quelque chose de propre, des aiguilles propres, pas des aiguilles souillées aussi, de faire cette différence-là peut-être aussi, peut-être au niveau du dosage également, je sais pas, tu sais, jusqu'où vous allez là-dedans? Au niveau du dosage, non. Okay. Nous, on va pas dans cet aspect-là. Mais par contre, oui, dans la prévention des méfaits, on va distribuer là, des kits d'injection ou pour fumer, justement pour que ça soit fait dans un cadre qui est propre et sécuritaire pour la personne qui consomme. C'est super important. Et comment est-ce qu'on arrive à fréquenter le centre? Est-ce que c'est par recommandation d'un professionnel? C'est un proche qui a fait la recommandation? Ou encore, c'est la personne elle-même? Moi, par exemple, j'aurais un problème de consommation. Je réalise ce problème-là. Je veux aller chercher de l'aide. Je viens vous voir comment ça fonctionne. Totalement. J'ai un petit peu de tous ces contextes-là. Là. J'en ai qui viennent me voir par eux autres mêmes, qui m'appellent, ils ont eu un déclic qui s'est fait. Là, je veux cesser la consommation. Il y en a d'autres qui entendent nos publications. Il y en a d'autres que c'est des proches. Il y en a que c'est des amis qui viennent déjà au centre, disent, vas-y, ça va t'aider. On voit un petit peu de tout, je te dirais. Ouais. OK. Puis on a un extrait d'une employée du Centre L'Étape, Jennifer Murray Bello, employée depuis 3 ans. Elle avait ceci à dire. On l'écoute. Bien, l'aide qu'on reçoit, l'aide qu'on donne, parce que sans aide, souvent, quelqu'un qui a un problème de dépendance, il n'y arrive pas. Puis c'est pas juste les personnes qui ont des problèmes de dépendance, c'est aussi l'entourage. Puis les personnes qui vivent avec des personnes dépendantes, c'est dur pour eux aussi. Puis on est là pour les aider aussi. Elle parle des proches là-dedans, oui. Les proches des gens dépendants qui, eux aussi, souffrent dans ces situations-là très souvent. Puis justement, vous avez une histoire très touchante au Centre L'Étape en lien avec quelqu'un qui, au départ, était réticent. Là. Cette personne-là, elle avait une réticence à venir au centre. Puis finalement, elle a embarqué là-dedans et finalement, elle a aidé son proche à s'en sortir. Totalement. Puis cette personne-là, je la suis toujours. C'est une proche aidante qui vient. Dans le fond, je vais lui donner des trucs. Je vais l'outiller pour qu'elle puisse aider son proche. Puis elle-même aussi, là-dedans, pour se protéger parce que... C'est ça, c'est parce que des fois, on veut tellement aider l'autre, on s'oublie soi-même. Tu as voilà. dit le mot proche aidant. On a eu l'association des proches aidants, justement, qui est venue pour le podcast. C'est ça, on s'oublie soi-même. Faut pas, pour aider l'autre, faut pouvoir prendre soin de soi-même aussi. Totalement, faut être assez solide pour le faire. Puis, tu sais, je voulais aussi rajouter, Billy, on parle beaucoup de dépendance au niveau des drogues et alcool, mais ça l'englobe aussi, on touche toutes les dépendances, là. Le jeu. Également. La dépendance sexuelle. Il y a vraiment, on englobe toutes les dépendances. Il y en a de plus en plus dans notre société. La cyberdépendance aussi qui arrive, c'est un fléau, on le voit. Puis justement, pour le centre, ça, c'est... Tu sais, on pense peut-être plus adulte. Est-ce que les adolescents peuvent venir aussi ou ça, non? Oui, oui? Totalement. Okay. J'en ai 2 présentement.
C'est pas la majorité de notre clientèle, mais de plus en plus, on ouvre nos horizons, là, on fait plus de publicité justement pour accueillir les jeunes qui viennent nous voir, qu'on peut les aider là-dedans. Parce qu'on le voit de plus en plus, les jeunes devant leur écran qui justement sont... Bien, je dis les jeunes, les adultes aussi, on peut devenir cyberdépendants, là, tu sais. On a le préjugé du jeune, mais non, les adultes aussi, mais c'est ça, c'est tellement rendu présent. Le droit au décrochage aussi, tu sais, il faut l'apprendre, ce droit-là. Fait que non, c'est super que vous offriez ce service-là. On s'en parlait hors d'onde du podcast. Dépendance au magasinage, vous pouvez traiter ça. Dépendance, la dépendance à la sexualité également, il y en a plein. Oui, totalement. Et je dirais que, comme on s'en jase un petit peu, c'est vraiment beaucoup plus ça que présentement que je vois comme situation. Il y a eu la pandémie qui a pas aidé non plus. Donc, la dépendance au shopping, elle est là. La dépendance sexuelle, elle est là. À un clic. On est à un clic de ça. Oui. Puis, à partir de quand est-ce qu'on peut dire qu'on a une dépendance? Tu sais, mettons, moi, j'aime magasiner, mais je veux dire... À partir de quand il faut que je m'inquiète quand mon garde-robe déborde? C'est quoi? En fait, faut s'inquiéter dès que l'apparition arrive où ce que tu te sens obligé, il faut que tu magasines, ou il faut que tu ailles voir un site pornographique, ou il faut que tu ailles jouer à des jeux en ligne, que ça te le prend, sinon ça crée un vide, tu peux être stressé, tu peux venir enragé, il y a plusieurs symptômes qu'on peut remarquer dès que c'est nécessaire. Au niveau du shopping, si ça joue sur ton budget du mois, on peut se poser des questions. Sur le jeu en ligne, c'est la même chose, parce que souvent, il va y avoir des frais reliés à ça. Oui, non, c'est vrai, puis ça peut être n'importe qui, là. Il n'y a pas de... Tu sais, des fois, il y a peut-être des gens dans notre entourage qui sont accros à quelque chose, qui ont une dépendance, et ça se voit pas nécessairement. Non. Il faut rester attentif. Il faut poser des questions subtiles, toujours dans la subtilité, à nos proches. Regarder un peu, garder juste une petite oreille, un œil, un coin de l'œil pour être capable de voir si justement on trouve qu'il y a trop de temps en ligne, que la personne, justement, on sent que financièrement, c'est plus tirant. Mais on la voit dépenser beaucoup pareil. Oui. Ça peut être ça. Des fois, tu peux connaître quelqu'un, j'en ai eu dans mon entourage, des fois, dans mes amis, qui me disaient qu'il y avait 2 cartes de crédit pleines, puis qui continuait à magasiner. C'est pété, là, de se dire ça, 2 cartes de crédit, puis pas des petites, là. Fait que, des fois, tu te dis, oh, peut-être un petit problème là. Fait que, rendu là, c'est de trouver le moyen d'en parler à la personne et de la référer à vous, finalement. Oui, totalement. Qu'on puisse, au plus vite, regarder qu'est-ce qu'il y a sous moi, j'appelle ça un mal-être. J'aime pas dire une problématique. C'est un mal-être parce que ça part de l'intérieur, ça part d'une émotion qu'on n'est pas capable de gérer adéquatement. C'est un besoin qu'on a à combler, finalement, puis on sait pas comment le faire. Fait qu'on va dans le débordement, si on peut dire. Dans la récompense. C'est un peu une récompense qu'on s'accorde en faisant ça. Oui, on se dit... Et on entend souvent peut-être cette expression-là de « je travaille assez fort, fait que je peux me payer ça », mais tu peux peut-être pas non plus, tu sais, c'est ça. Fait que vous traitez tout plein de dépendances, vraiment des plus variées. Là. Oui, toutes les dépendances confondues. Et aussi, quand on parle de confondu, il faut faire attention aussi de pas non plus associer, quand on parle de consommation, bien sûr, ne pas associer nécessairement problème juridique à la consommation. C'est pas parce qu'on est consommateur qu'on va être... c'est ça, qu'on va faire des délits. Ou l'inverse aussi. C'est pas parce qu'on fait des délits qu'on devient consommateur. Il faut faire attention. Je comprends. Et est-ce que ça vous arrive des fois d'avoir des gens qui viennent au centre et qui se trouvent à être mêlés avec des problèmes de justice? C'est sûr, c'est pas toujours le cas, on s'entend, mais il y a certaines dépendances qui peuvent mener à ça. Qu'est-ce que vous faites dans ce temps-là? À ce moment-là, je vais référer. Oui. Si je vois que c'est un problème de justice, je vais référer à Équijustice. Si c'est une autre problématique que je vois que moi, je suis pas outillée pour le faire, je vais aller avec nos collaborateurs dans la région. Et parlons-en justement d'Équijustice. Cindy qui est avec nous. Équijustice, avec le nom, on peut penser tout de suite à des problèmes juridiques, mais c'est tellement plus que ça. Je lisais votre fiche de pré-entrevue, puis wow, vraiment, là. Je me demandais par où commencer, mais finalement, j'ai trouvé, commençons donc par démystifier c'est quoi la justice réparatrice? J'entendais ça beaucoup, je le lisais beaucoup. La justice réparatrice, ça mange quoi en hiver?
En fait, la justice réparatrice, c'est un peu une alternative au système judiciaire traditionnel. On travaille beaucoup à réparer les torts qui sont causés, soit auprès d'un individu, mais aussi auprès d'une communauté. On sait que peu importe s'il y a un conflit ou une infraction qui est posée, ça a des dommages collatéraux. Fait qu'on va venir tenter que les gens puissent réparer les torts qui sont causés à ce moment-là. Donc, on est vraiment dans la réparation, dans établir ou rétablir une communication entre les deux pour tenter de réparer des torts qui ont été causés. Et quand on parle des torts, ben ça peut être matériel, ça peut être psychologique, ça peut être émotif, ça peut être relationnel. On peut parler des torts à une plus large échelle de ce qu'on peut penser. Mais là, comment on procède? Par exemple, il y a de passer par d'autres organismes, mais moi, exemple, j'ai un problème. Je viens vous voir, vous allez contacter mes proches pour les proches ou les gens avec qui j'ai le problème pour qu'on règle ça ensemble, c'est comme ça? Je t'explique, en fait. Ouais. On revient à la base. Équijustice a vraiment 2 volets. Ils ont un volet de justice réparatrice où on actualise la loi sur le système de justice pénale pour les adolescents. Donc, c'est une loi qui est fédérale, mais au Québec, on l'articule un peu différemment. En fait, c'est qu'on permet à ces jeunes-là d'obtenir une chance, si on veut, d'avoir non-judiciarisation dès la première infraction. Évidemment, tout dépendant de l'infraction qui est posée. Un pardon, en quelque sorte? Non, pas un pardon. C'est vraiment une espèce de sanction extrajudiciaire. Donc, cet adolescent-là va avoir une mesure de réparation, que ce soit envers la personne victime ou la communauté, à faire, mais il n'aura pas de dossier judiciaire qui va l'empêcher, par exemple, de voyager aux États-Unis. Donc, on a pris conscience que entre 12 et 17 ans, c'est normal de faire des erreurs, de faire des essais-erreurs. Alors, il y a vraiment des listes de catégories. L'adolescent est vraiment pris, on fait ça un peu sur mesure. L'adolescent est pris dans tout son ensemble de contexte, sa famille, son école, comment ça va. Et ensuite, le centre jeunesse, qu'on pense souvent qu'il y a juste la DPJ, mais il y a aussi la LJPA comme mandat. Eux ont le mandat de donner une mesure de réparation à cet adolescent-là, et ça fait qu'il sera non judiciarisé. C'est sûr qu'après plusieurs infractions, ou si l'infraction est très grave. J'aime pas dire le mot grave parce que toute infraction est grave pour moi, mais effectivement est plus intense, est plus importante. Là, à ce moment-là, l'adolescent peut être judiciarisé et obtenir, passer devant le juge et faire vraiment un processus plus traditionnel. Et depuis 2018, on a aussi le programme de mesures de rechange générale pour les adultes qui rentre dans notre volet de justice réparatrice. Donc, il y a 4 partenaires, qui est le DPCP, qui est le directeur aux poursuites criminelles et pénales. Il y a le CAVAC, qui est le Centre d'aide aux victimes d'actes criminels. Il y a le SCQ, qui est le Service correctionnel québécois. Et il y a Équijustice, qui ont décidé de créer ce programme-là, de le mettre sur pied, puis de pouvoir permettre justement aux personnes adultes qui ont commis une certaine infraction selon la liste qui a été ciblée, de pouvoir être déjudiciarisés. Donc, à ce moment-là, ils passent quand même par un certain processus judiciaire, mais il y a l'autorisation de pouvoir être déjudiciarisés par la suite. C'est important de dire que le LJPA puis le PMRG, la première mesure qui est envisagée quand il y a un délit qui est commis, c'est une réparation envers la personne victime. Ensuite, si c'est pas possible, on va aller vers la réparation à la communauté, qui peut être, par exemple, des démarches de dédommagement dans la collectivité ou encore des démarches de réparation, qui est les fameux travaux communautaires que tout le monde connaît. C'est mon premier volet. Mon deuxième volet est le volet social. Alors, on recrute et on forme des médiateurs citoyens pour accompagner d'autres citoyens qui vivent des conflits dans la communauté. Par ce volet-là, on n'est pas obligé d'avoir de référence, que ce soit par les centres jeunesse, le tribunal et tout, là. C'est vraiment tout citoyen de la MRC qui peuvent faire appel à notre organisme s'ils vivent un conflit. Souvent, on pense à conflits de voisinage, mais ça peut être des conflits familiaux, interpersonnels. Il peut y avoir plusieurs types de conflits. Le seul qu'on ne prend pas, c'est au niveau de la séparation. Quand c'est des gardes légales d'enfants et tout, là, ça prend vraiment un médiateur qui est accrédité puis qui est avocat aussi. Donc, c'est la seule situation qu'on prend pas. Sinon, ben, on peut avoir des demandes là, de plusieurs types de conflits qui peuvent se dérouler dans la MRC. Et j'aimerais ça qu'on écoute Coralie Bistodo-Vizina, intervenante responsable des services et médiatrice au sein d'Équijustice, qui travaille chez vous, mais qui a déjà fait appel à vos services également. Pour moi, c'est apporter une justice qui est plus humaine que le système de justice traditionnel, donc
tous les tribunaux, que ce soit criminels et civils. Équijustice, c'est ça, une justice plus humaine parce qu'on écoute les personnes, on les voit en dehors du fait qu'ils ont commis une infraction ou qu'ils ont un conflit. Donc, on va vraiment chercher à savoir c'est qui en tant que personne. Puis, on va partir de là pour essayer justement de réintégrer cette personne-là dans la collectivité. J'ai eu affaire par le passé avec le système de justice traditionnel. Puis, malheureusement, en tant que victime, on revit beaucoup une revictimisation qu'on appelle, parce que souvent, notre parole n'est pas prise en compte au niveau du système traditionnel. Équijustice m'a redonné un peu confiance au système de justice parce que la justice alternative permet justement de se sentir écouté puis qu'on n'est pas juste un instrument du système traditionnel. Donc, en gros, c'est ça, vous faites affaire autant avec les gens ayant commis le crime, l'infraction, que les victimes. Oui. Oui, autant, et je pourrais même rajouter, si ces personnes victimes-là ou ces personnes contrevenantes-là sont accompagnées par des psychologues, travailleurs sociaux et tout, on peut même les inclure dans ce processus-là. Comme Coralie disait, ça se veut vraiment un processus créatif. On veut vraiment aller faire du sur-mesure. Tu sais, il n'y a pas du prêt-à-porter à Équijustice, c'est du sur-mesure. On prend le temps de rencontrer chaque personne, que ce soit 2 citoyens, on va prendre le temps de les rencontrer individuellement, chacun, vérifier les attentes, vérifier qu'est-ce qu'ils pensent, comment ils voient ça, qu'est-ce qu'ils souhaitent faire, qu'est-ce qu'ils ont déjà fait. Fait qu'on va vraiment prendre le temps de s'asseoir avec la personne et de la prendre là où ce qu'elle est. J'ai l'impression que c'est beaucoup un service de dialogue également, Équijustice, la justice que vous faites. Puis, on en parlait, une chicane de voisins. Vous pouvez régler ça. Ben, c'est pas nous qui va le régler. Ouais, j'aime pas entendre mais ça, parce qu'on règle pas les situations, c'est les personnes elles-mêmes qui vont solutionner leur situation finalement. La différence, c'est qu'on va les accompagner, on va les écouter, on va les soutenir dans ce processus-là et on va peut-être leur montrer des outils qu'ils peuvent utiliser pour que la situation se résout le plus positivement possible pour chaque partie. Puis mettons, je voyais ça aller, vous offrez, la médiation, mais vous offrez aussi le service de formation pour devenir médiateur, médiatrice. Donc, techniquement, Bibi, ici présente, pourrait devenir médiatrice pour Équijustice. Tout à fait. En fait, tous les citoyens de la MRC, s'ils veulent, peuvent être médiateurs citoyens. C'est sûr qu'il y a un processus, on s'entend. Il y a une formation, comme tu viens de dire, de 21 heures. Il y a vraiment aussi un filtrage qu'on appelle une sélection qui est fait, parce que c'est pas tout le monde qui peut être assez fort psychologiquement et tout. On entend des conflits, on entend des situations qui sont pas positives. Hein? J'imagine qu'il faut savoir rester neutre là-dedans aussi. Et voilà, effectivement, il faut être impartial, il faut pas avoir de parti pris, parce que c'est ça, le but, c'est que c'est amener ces personnes-là à pouvoir échanger ensemble et qu'ils puissent trouver des solutions par elles-mêmes. Donc, notre but est vraiment d'emmener les deux parties, donc très important, effectivement, de ne pas avoir de parti pris et d'être le plus impartial possible dans ces situations-là. Et il faut dire qu'en médiation citoyenne, on agit toujours à 2 médiateurs, justement parce que ce sont des bénévoles, mais aussi pour assurer une certaine supervision, un certain accompagnement, parce que souvent, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'en médiation citoyenne, quand les gens viennent nous voir, oui, il y a un conflit, mais il y a beaucoup de choses alentour de ce conflit-là. Et le fait d'être 2 nous permet d'être plus efficaces dans nos interventions face aux situations qui nous sont proposées. Et aussi, j'imagine, d'assurer une certaine neutralité, justement, en étant 2, ça vient aider à voir est-ce que je suis vraiment impartiale ou pas, en parlant avec l'autre intervenant. Et voilà, tout à fait. Puis ça nous permet aussi de garder notre X sur notre mission, parce que des fois, c'est facile d'aller vers l'exemple de l'information juridique, mais en étant 2, ça nous permet de nous ramener, non, ça, c'était plus notre mandat, puis ouais, ça, OK, on continue comme ça. Fait que ça nous permet vraiment de s'aligner mieux là, pour avoir des interventions qui sont plus efficaces. Et Mélanie, tu en parlais tout à l'heure, juste avant, Cindy, ça t'arrive parfois de référer des gens du Centre L'Étape à Équijustice. Est-ce que vous avez des exemples en tête de moments où est-ce que vous avez vraiment collaboré ensemble, ou ça peut être aussi avec d'autres organismes de la MRC de Masquinongé, vraiment où est-ce qu'il y a eu une collaboration avec les autres?
Ensemble? Ben, moi, je peux en nommer. Vas-y, parce que ça fait pas tellement longtemps que je suis en poste. Bon, moi, ça fait trop longtemps. Mais en fait, on a déjà eu des adolescents qui ont été faire des travaux au Centre L'Étape, qui ont été faire une démarche de réparation. Hein. Il y avait 20 heures de démarche de réparation à faire dans la collectivité. Et le Centre L'Étape a déjà pris des jeunes comme ça pour aller soit installer les tables, faire du ménage quand ils ont déménagé. Il y a eu plein de choses comme ça qui peuvent... qui ont été faits, qui pourraient être faits. Et effectivement, nous, ça nous arrive sans même qu'il y ait nécessairement un lien direct qui soit fait entre nos deux organismes, mais si on a des personnes accusées, entre autres, que on sait qu'en discutant avec eux, ils vivent une dépendance, ils sont pas prêts à travailler nécessairement dessus avec nous, mais à ce moment-là, on réfère au Centre L'Étape en leur disant que eux, même si nous, notre mandat va se terminer, eux, ils vont continuer à être là si toutefois ils ont des besoins au niveau de leur dépendance. Puis au niveau de la justice réparatrice, est-ce que, par exemple, la personne ayant commis l'infraction, je sais pas, moi, l'a fait dans tel domaine, est-ce que vous allez chercher à ce qu'il fasse sa réparation dans le même domaine? Je sais pas si je suis assez claire. Ben, en fait, aussitôt que, là, on va parler du volet justice réparatrice, aussitôt qu'il y a un délit qui est commis, que ce soit par la personne accusée, par un adulte ou un adolescent, la personne victime est contactée. Elle est contactée dans le but de l'informer, mais aussi de l'écouter sur ce qu'elle a vécu, mais qu'est-ce qu'elle souhaiterait, elle, faire aussi avec cette démarche-là. Donc, ça nous est déjà arrivé, exemple, des vols à l'étalage aux Jean Coutu, et le propriétaire a accepté, exemple, de recevoir une lettre d'excuse. Au métro, lui, il a accepté de pouvoir discuter avec. Fait que oui, ça peut arriver, mais quand c'est pas possible, c'est là qu'on se revire vers la communauté pour tenter de réintégrer cette personne-là. Et maintenant qu'on sait ce que vous faites pour les gens de la MRC de Masquinongé, j'aimerais savoir qu'est-ce que les gens peuvent faire pour vous, pour vos organismes. Est-ce que, bon, il y a le bénévolat notamment. Qu'est-ce que les gens à l'écoute présentement, là, ils se disent « Hey, c'est des causes qui me tiennent à cœur, j'aimerais ça faire la différence », ils font quoi? Faire du bénévolat, parler de nous en positif, nous référer, nommer ce qu'on fait comme notre mission. Peut-être faire des levées de fonds aussi. Nous, on est communautaires, donc c'est toujours bienvenu. Ça peut être des beaux projets. Oui, communautaire, le financement, oui. C'est ça. Oui. Des levées de fonds, ça oui. peut être fait. Des dons également, j'imagine, à vos organismes, ça peut être très, très précieux également. Oui, ben puis moi je les invite à nous appeler parce qu'effectivement, il y a toujours quelque chose à faire dans un organisme communautaire. Puis si la cause tient à cœur, ben écoutez, appelez-moi 228-8693 puis je pourrais vous guider si toutefois vous avez envie de contribuer à notre organisme. Ben Mélanie Dupuis, intervenante au Centre L'Étape du bassin de Masquinongé, Cindy Garceau, directrice et médiatrice chez Équijustice Masquinongé. Merci beaucoup à toutes les deux pour votre temps. Merci. À toi.